Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Ces dernières années ont marqué d'importants progrès dans l'étude des trous noirs. Les premières détections d'ondes gravitationnelles ont permis de mettre en lumière la façon dont ils fusionnent, une preuve supplémentaire de leur existence. En avril dernier, c'est la première image de l'horizon des événements d'un trou noir qui a été révélée par la collaboration Event Horizon Telescope. Alors qu'il y a 100 ans, on commençait tout juste à envisager leur existence théorique, on est aujourd'hui certain de leur réalité physique. On aurait pourtant tort de croire qu'on a maintenant tout compris de ces monstres cosmiques. Ce qu'il se passe derrière l'horizon des événements d'un trou noir nous restera caché à jamais, et on n'est toujours pas certain de la taille qu'ils peuvent atteindre ou de leurs différents mécanismes de formation. En témoigne une récente découverte faite par une équipe américaine. Elle vient de mettre à jour le plus petit trou noir jamais détecté, un objet de 3,3 masses solaires environ. D'habitude, les trous noirs sont découverts grâce aux puissantes émissions en rayons X, gamma ou radio de leur disque d'accrétion. Mais les petits trous noirs absorbent probablement moins de matière et restent donc invisibles de par leur rayonnement. Notre mini-trou noir a donc été détecté d'une manière différente. Ce qui a permis de le mettre en évidence, c'est qu'il fait partie d'un système double. C'est son influence gravitationnelle sur son étoile compagnon qui l'a trahi. Les chercheurs ont ainsi détecté que l'étoile en question affiche des variations importantes de vitesse radiale, signe qu'elle est engagée dans une valse gravitationnelle avec un autre objet. D'habitude, cette technique est utilisée pour détecter des exoplanètes, mais l'objet responsable est ici bien trop massif pour être une planète. Il reste cependant complètement invisible dans toutes les parties du spectre lumineux, signe que ce n'est pas non plus une étoile. C'est ce qui a permis d'en déduire la présence d'un trou noir de faible masse. La découverte est importante car elle nous indique que nos méthodes de détection nous cachent peut-être la présence de très nombreux trous noirs. Tous ceux qui interagissent trop faiblement avec la matière environnante ne peuvent pas être détectés par le rayonnement de celle-ci. Dans ce cas, de nouvelles méthodes de détection, centrées uniquement sur l'influence gravitationnelle des trous noirs, pourraient aider à mieux recenser les différentes populations. Trouver des trous noirs de petite taille est aussi une façon de mieux comprendre les étoiles massives et les supernovas. Lesquelles d'entre elles donnent naissance à des trous noirs et lesquelles s'effondrent en étoiles à neutrons. Typiquement, les trous noirs stellaires affichent une masse supérieure à 5 fois celle du Soleil, tandis que les étoiles à neutrons s'aventurent rarement au-delà de 2,1 masses solaires. Entre ces deux bornes, la frontière est floue. Enfin, elle l'est maintenant un peu moins, avec la découverte d'un trou noir de 3,3 masses solaires. Il reste à savoir si on parviendra à découvrir des trous noirs encore plus petits. Il y a un peu plus d'un mois, on évoquait dans des NDE la possibilité que l'hypothétique planète 9 soit en fait un minuscule trou noir, de la taille d'une balle de ping-pong et d'environ 5 masses terrestres. Un tel objet nécessiterait un mécanisme de formation différent. Les observations en ondes gravitationnelles nous ont elles démontré l'existence de trous noirs stellaires de plusieurs dizaines de masses solaires, qui sont eux aussi difficiles à expliquer. Bref, malgré les progrès récents, ces objets restent presque aussi mystérieux qu'il y a un siècle. On va essayer maintenant de s'éclaircir l'esprit du côté de la petite Pluton. La planète naine a été explorée voilà 4 ans par la sonde américaine New Horizon, une rencontre fugace qui nous a laissé de magnifiques images et de nombreuses questions. La surface de Pluton apparaît ainsi bien plus active qu'on aurait pu le croire, ce qui pousse certains à penser qu'elle pourrait même abriter un océan souterrain. Du fait de sa grande vitesse de voyage, la sonde New Horizon n'a pu cartographier qu'une moitié de la planète naine. Pluton effectue une rotation en 6 jours terrestres, bien trop lentement pour New Horizon. Mais après quelques années d'analyse, la NASA a pu dresser une carte presque complète.
Toute la région qui apparaît sous le trait blanc n'a pas pu être explorée durant le survol. Les informations ont été extraites de la longue phase d'approche, alors que la sonde était encore à des millions de kilomètres de la planète naine. Même si les images sont de piètre qualité, elles permettent de distinguer des différences géologiques entre les deux faces de Pluton. Celle qui a été survolée par New Horizons est dominée par une structure dénommée Sputnik Planitia, une immense plaine de glace d'azote et de méthane de 1000 km de long. Rien de tel sur l'autre face. Celle-ci apparaît néanmoins très intéressante, avec d'immenses formations cristallines réparties sur de grandes surfaces. C'est peut-être ce qui pousse la NASA à réfléchir à un orbiteur spécialement dédié à Pluton. L'agence vient de donner une enveloppe à un de ses instituts pour commencer à plancher sur cette idée. Dans un premier temps, il s'agit surtout d'évaluer la faisabilité et les coûts d'un tel projet. Survoler Pluton était déjà un exploit, mais il va falloir un vaisseau autrement plus performant pour s'insérer en orbite. Le nerf de la guerre, c'est le carburant. Pour rejoindre Pluton rapidement, mettons en moins de 10 ans, il faut aller très vite. Ce qui signifie qu'il faut aussi beaucoup freiner à l'arrivée. Une manœuvre très coûteuse en énergie qui suppose d'emporter des tonnes d'ergols. Surtout que l'idée sur laquelle planche la NASA est particulièrement ambitieuse. Après 2 ans en orbite de la planète, la sonde effectuerait une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Charon, la lune de Pluton, pour se propulser dans la ceinture de Kuiper. L'occasion d'aller explorer un autre objet, voire de réaliser une nouvelle mise en orbite. Tout ceci serait rendu possible grâce à la propulsion électrique. Des moteurs ioniques permettraient d'atteindre les delta-V requis sur de très longues périodes. C'est pour la NASA un moyen parfait de trancher dans un dilemme. Depuis New Horizons, l'agence hésite. Doit-elle poursuivre son exploration de Pluton ou se concentrer sur d'autres objets de la ceinture de Kuiper? Si elle est retenue, cette proposition de mission permettrait de faire d'une pierre deux coups. Autre défi de taille, celui des télécommunications. Pour transmettre les données accumulées au cours des 24 heures de son survol, New Horizons a eu besoin de 16 mois de transmission. Un orbiteur engendrerait des données en quantité bien plus importante. Il faudrait donc pouvoir transmettre ces dernières rapidement sous peine de saturer complètement la mémoire du vaisseau. Un système de communication bien plus puissant que celui de New Horizons est donc nécessaire à un tel projet. Ce qui suppose une meilleure alimentation électrique, donc plus de masse, donc plus d'ergols, etc. Si la proposition est finalement validée, c'est un orbiteur lourd de classe New Frontier ou Flagship qu'il faut envisager. À voir si la NASA en a l'envie et les moyens. Si on va devoir attendre longtemps pour une nouvelle mission vers Pluton, 2020 promet un calendrier chargé en exploration spatiale. On vient ainsi d'apprendre que l'agence spatiale chinoise va repousser sa mission de retour d'échantillons lunaires Chang'e 5 à l'année prochaine. Attendue pour cette année, elle décollera finalement dans les derniers mois de 2020, la faute aux lanceurs lourds du pays. La Longue Marche 5 continue de se faire attendre après un échec lors de son second vol en 2017. Elle devrait finalement revoler en décembre de cette année. Elle emportera un satellite de télécommunication vers l'orbite géostationnaire. Après ça, le lanceur phare du programme spatial de la CNSA enchaînera les missions de premier plan. D'abord un vol de test du nouveau vaisseau habité chinois, puis au cours de l'été, une mission vers Mars, avant de boucler l'année avec la première mission de retour d'échantillons lunaires depuis les années 70. C'est un sacré programme qui nous attend l'année prochaine en Chine. Mais pas que. L'Europe a aussi des ambitions martiennes pour l'année prochaine. Le rover du programme ExoMars, dénommé Rosalind Franklin, doit décoller dans la même fenêtre de tir que la mission chinoise. À moins d'un an du départ, la mission conjointe de l'ESA et de Roscosmos souffre cependant de problèmes de parachute. 2 tests menés en mai et en août dernier ont démontré que les parachutes de la mission ne fonctionnent pas correctement. On a appris la semaine dernière que ces problèmes seraient dus au système d'extraction de toile.
Pour trouver une solution, l'ESA collabore de près avec la NASA, dorénavant experte de l'atterrissage martien. Un nouveau test va donc être mené aux États-Unis au cours du premier trimestre 2020. Espérons qu'il soit concluant, sans quoi Rosalind Franklin devra peut-être patienter jusqu'en 2022. Puisqu'on parle d'essais de parachute, ceux du vaisseau Dragon Crew semblent se dérouler à merveille. D'après SpaceX, ils viennent de passer avec succès un test de déploiement. Tout semble donc presque prêt pour que l'entreprise d'Elon Musk envoie enfin des hommes dans l'espace. Bon, on va quand même se montrer prudent, car on a l'impression de répéter ce mantra depuis la création de la chaîne. Le vaisseau devrait en tout cas partir vers Cap Canaveral au cours du mois de décembre. La Falcon 9 qui doit l'emporter est presque entièrement testée et les combinaisons qui serviront aux astronautes sont prêtes à l'emploi. SpaceX pense être prêt à lancer la mission courant décembre. Mais la NASA de son côté vise le premier trimestre 2020. Il reste en effet des inspections à faire et de la paperasse à remplir. Les quelques jours qui viennent vont être cruciaux dans le programme Commercial Crew de l'agence spatiale américaine. Boeing et SpaceX vont enchaîner les tests de leurs vaisseaux respectifs. Espérons que cette fois-ci, aucun nouveau délai ne vienne retarder notre plaisir. Et nous voici au bout de cet épisode de DNDE. Un espace commentaire sortira ce dimanche à 18 h. On répondra aux remarques et aux questions que vous vous posez en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Vous y trouverez également des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.